Aujourd'hui, thème du jour, du groupe, du club Future of Work, c'est le quatrième événement du club et sur un thème qui était, aussi largement sollicité dans la petite enquête qu'on a fait à l'ouverture du club, autour du leadership, au service du collectif. C'est un thème qui est aussi ressorti, pour ceux d'entre vous qui étaient peut-être là au dernier événement avec Imri Jacquia et Laurence, Méhaignerie, où quand je leur posais la question à la fin de l'événement sur quel est selon vous l'enjeu des enjeux concernant le futur de travail, leur réponse commune était l'intelligence collective. Et si vous étiez aussi à le dernier événement autour du futur de travail et des nouvelles technologies, Carlos Porasanta, donc directeur général de Microsoft France, lui aussi partagé sur le fait que pour lui, c'était la fin des modèles pyramidaux tels qu'on les connaissait, qu'il y avait selon lui un certain changement de paradigme et des nouveaux modèles de leadership à développer. Nouvelle forme de leadership en tout cas et davantage axée sur l'intelligence collective. Donc aujourd'hui, en pratique, c'est d'échanger avec nos 2 invités stars, pour voir avec eux et échanger ensemble sur à quoi ressemble ce nouveau leader. Est-ce que ce type de leadership dont on parle, ces nouvelles formes de leadership, est-ce qu'elles sont adaptées à tous, à chaque type de personnalité, à chaque individu, à chaque, organisation, quel que soit son stade ou son contexte, ou pas? Et comment développer ces nouvelles compétences? Avant de vous présenter nos 2 invités et de rentrer dans le vif du sujet, on a 2 questions sondage qu'on vous propose. Magali, si tu peux les lancer pour voir déjà un petit peu votre avis sur le sujet et où est-ce que vous positionnez avec, votre organisation en termes de développement de ces nouvelles formes de leadership. Donc première question, est-ce que votre entreprise a déjà procédé à une transformation de son modèle organisationnel ou de leadership pour développer davantage d'intelligence collective? Non, oui, mais sans changer radicalement la manière de fonctionner. Oui, mais vous avez entrepris une transformation organisationnelle majeure. Seconde question, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces nouvelles formes de leadership dont on parle, qui sont plus distribuées, centrées sur le développement de l'intelligence collective, est-ce qu'elles sont adaptées et souhaitables face aux enjeux actuels de votre organisation? Tout à fait, partiellement ou pas vraiment, vous avez d'autres leviers de performance prioritaires? Alors, question, est-ce que votre organisation a déjà procédé à une transformation importante? On voit que c'est bien intéressant, bien réparti, entre non, oui, plus à la marge ou oui, vraiment changement radical. Par contre, on voit qu'il y a voilà, en tout cas, les 3/4 d'entre vous pensent que, ces nouvelles formes de leadership sont tout à fait adaptées. Ah oui, seulement, 1 ou 2 personnes, pensent qu'elles ne le sont pas du tout. Donc, Vincent et Philippe, vous avez déjà un public, conquis d'avance. Merci, donc Vincent, Philippe, ravie vraiment, très heureuse de vous recevoir, ce soir. D'ailleurs, comme je vous le disais, Vincent, j'ai eu nombre d'alumni qui m'ont fait part de leur enthousiasme au fait que nous vous accueillions. Donc je vais quand même vous présenter chacun. Donc Vincent est l'un des pères, du coaching en France, président de Transformance Pro, donc la première école de coaching en France et en pays francophone. Donc vous avez créé cette formation et accompagné des organisations et leur équipe dirigeante, sur, tout secteur d'activité, des grands groupes, que ce soit industriels ou de services. Et vous êtes l'auteur, de nombreux ouvrages, sur ce thème, de l'intelligence collective et du leadership au service du collectif. Vous avez notamment écrit avec Philippe, réédité cet ouvrage qui est «L'intelligence collective en action», dont la dernière édition devrait sortir, si je ne me trompe, ce mois-ci. Elle est sortie, elle vient de Elle est sortir sortie, ça y est. Ah beh, c'est parfait. depuis 10 jours. Ouais. 10 jours. Ah bon, bah, c'est parfait, bon timing.
Philippe, vous avez passé donc 35 ans chez Elis, qui est donc le leader international de la location de textiles professionnels, d'équipements d'hygiène et de bien-être. Je crois que vous avez partagé avec nous, vous avez rejoint, donc Elis, dans les équipes, puis pris, le poste de président, directeur général et vous avez alors entamé une transformation complète de l'organisation avec à vos côtés Vincent Lénart et donc nous sommes ravis aujourd'hui de bénéficier de votre partage et retour d'expérience sur ce chemin et ces développements lancés chez Elis. Aujourd'hui, vous êtes associé du fonds d'investissement Fondation Capital depuis 2008 et vous avez été jusqu'à récemment président du tribunal de commerce de Paris. Bienvenue Philippe et bienvenue Vincent. Merci encore d'être parmi nous ce soir. Donc pour commencer, donc sur cet échange et cette question de le leadership au service du collectif, on en parle beaucoup. On a beaucoup de termes qui émergent, on parle de manager coach, de nouveaux styles de leadership, de nouveaux leadership. Est-ce qu'il y a des nouvelles formes et donc aujourd'hui, aujourd'hui, on aimerait donc avoir votre point de vue sur ce sujet et votre retour d'expérience sur ces transformations que vous avez entamées au niveau des organisations et de leurs leaders. Mais avant de commencer, un premier point serait d'abord le pourquoi. Et donc sur ces projets que vous développez, vous Vincent en tant que coach, vous Philippe en tant que président directeur général chez Elis, pourquoi développer de l'intelligence collective selon vous? Et est-ce la fin, comme le disaient certains, des systèmes pyramidaux ou pas? Et donc vers où allons-nous et devons-nous aujourd'hui changer nos modes organisationnels et de leadership? Vincent, si vous voulez commencer. J'y vais, Philippe, quelques mots, puis. Ok. Alors, ben, c'est vraiment un sujet effectivement d'actualité, mais pour nous, en tout cas, je sais pour Philippe, mais aussi pour moi, ça date de 40 ans ou 50 ans, puisque nous sommes quand même des vieux routiers de ce travail. Moi, en tant qu'accompagnateur, euh, c'est pas vraiment nouveau. La formulation est peut-être un petit peu nouvelle, mais par exemple, moi, dans les années 80, c'était vraiment le lancement de la qualité dans l'entreprise, et c'était un bouleversement parce que la notion de cercle de qualité, le travail de groupe, le management par le silence qui initiait les Japonais, etc. C'était une révolution. À l'époque, c'était déjà un bouleversement. Pour moi, dans les années 75-80, où j'ai découvert le organization development, c'est-à-dire cette représentation de l'entreprise beaucoup plus comme une communauté humaine que comme une entité juridique, financière, commerciale, industrielle, etc. C'est d'abord une communauté humaine. Et moi, ça avait été bouleversant pour moi de dire, ben voilà, on travaille sur de l'humain, et si on ne prend pas en compte l'humain d'abord, bon. Et puis au-delà de ça, depuis, à l'évidence, c'est des choses, disons, rebattues, mais on est passé vraiment, d'après les 30 Glorieuses, dans les années 80-90, dans vraiment une approche où la logique hiérarchique, linéaire, top-down, etc., qui était celle encore disons, de la fin du XXe siècle, s'est trouvée en face de la complexité, quoi, pour parler simplement et reprendre la pensée de Morin, si vous voulez. C'est que on ne peut plus fonctionner avec les solutions du compliqué quand on est dans du complexe. Et quand ça veut dire du complexe, ça veut dire que le bouleversement du changement, le changement de plus en plus rapide, la mondialisation, la complexité même des niveaux logiques que l'on a à traiter, le management, le social, l'économique, l'humain, le juridique, etc., à un moment donné, les solutions du compliqué ne suffisent plus. Donc comment entrer dans le complexe et comment générer une logique où le dirigeant n'est plus celui qui sait tout, qui décide de tout à la place des autres, etc. Moi, j'étais très marqué d'un dirigeant au début des années 80, Bertrand Martin, qui disait mon boulot, c'est pas de prendre des décisions. Il avait été aussi interpellé par le Japon. Il dit mon boulot, c'est pas de prendre des décisions. Mon boulot, c'est de créer les conditions où il y a des milliers de décisions qui sont prises à chaque instant dans l'entreprise. Donc, ça veut dire une position en tant que dirigeant totalement différente. Bon, je ne développe pas, je te laisse plutôt Philippe en parler. Philippe, vous êtes Micro, mute. micro.
C'est fait. Bon, d'abord une petite correction, je ne suis pas en ce moment président du tribunal de commerce de Paris, je suis ancien président de la Chambre internationale du dit tribunal. Voilà, ce qui est de toute manière passionnant. Voilà, moi je suis là pour partager une expérience d'entrepreneur et de chef d'entreprise ensuite, et qui a été absolument passionnante puisque j'ai été à la tête d'une entreprise de services, et qui sont des services un peu particuliers puisque la nature du métier, ce sont des services, ce sont des industries, des blanchisseries industrielles, et puis une logistique extrêmement développée. Donc ce sont des services physiques. Bon. Et donc, ben, comment gérer des services physiques quand, simplement à l'échelle de la France, on doit livrer chaque semaine et quelquefois tous les jours 250 000 clients, avec des clients qui payent 100 euros par mois et d'autres 1 million d'euros par mois. Voilà. Donc ça, c'est un miracle quotidien de gérer ces 250 000 clients, et c'est évidemment pas dans mon bureau ou dans le bureau du comité exécutif que ça se faisait. Donc, je pense que l'intelligence collective, c'est vraiment quelque chose qui était dans nos tripes peut-être avant la révélation et le révélateur avec les travaux que nous avons conduits avec Vincent. C'est-à-dire, on ne peut pas déployer dans l'entreprise dans laquelle j'étais une stratégie et déployer l'exécution s'il n'y a pas cette subsidiarité d'une certaine manière, cette décentralisation. Et puis, surtout, s'il n'y a pas, et j'en viens à ce qui a été pour moi déterminant dans l'expérience avec Vincent, qui est la construction d'une vision. Bon. Et la construction d'une vision, c'est pas j'appelle un cabinet de communication ou de marketing et je demande une belle plaquette à distribuer à tout le monde. C'était véritablement un contenu qui s'est élaboré pendant plus d'un an par des réunions d'abord tout en haut de la hiérarchie et puis ensuite qui a été déployé au niveau des managers de terrain. Donc cette vision doit être, alors je ne vais pas être trop long parce que sinon, cette vision doit être co-construite par tout le monde. Bon. Et c'est ça l'intelligence collective, c'est ça le quotidien de l'intelligence collective. Donc voilà, peut-être m'arrêter là pour cette Philippe, première. Oui. est-ce que vous pouvez peut-être partager le contexte au moment où vous avez entrepris un peu ce chantier de transformation? Oui. C'est un contexte particulier dans la vie d'Hélice, et qu'est-ce qui fait que justement vous êtes tourné Oui. Alors, vers Vincent? effectivement, une partie intéressante de mon expérience, ça a été de passer d'une entreprise familiale, qui n'était pas la mienne, j'étais un manager, mais d'une entreprise familiale plus que centenaire, avec un patron propriétaire, très charismatique, très commande and control dans la chaîne, hein, très, très management traditionnel, et son groupe à des sociétés, à des fonds d'investissement de private equity. Donc c'est dans ces conditions-là qu'ayant été directeur général du groupe avec une certaine légitimité dans l'entreprise, je suis devenu le PDG de l'ensemble du groupe, et pendant plus de 10 ans avec deux gros fonds d'investissement européens. Et tout ça, c'est effectivement très bien passé. Et c'est ce que je disais, avec cette légitimité que j'avais acquise quand j'étais simple manager déjà dans l'entreprise, avec l'expérience que j'avais, avec des fonds d'investissement qui m'ont, ce capital, fait une grande confiance et laissé un niveau de délégation très élevé, notamment dans l'élaboration du business plan, et avec un horizon de temps qui s'est étalé sur 10 ans au total, et qui a permis à l'entreprise de continuer sa croissance rentable. Alors ensuite, l'affaire a été, j'ai quitté l'entreprise en plein accord avec les actionnaires. L'affaire est passée entre les mains d'un troisième fonds d'investissement et elle est aujourd'hui cotée sur le marché Euronext avec donc une très belle histoire qui se poursuit et un successeur que j'ai engagé et qui est tout à fait remarquable.
Euh, Si je peux rebondir, Philippe, euh, c'était quand même à l'époque 12 000 personnes et avec à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires, avec une position non seulement européenne mais aux États-Unis, et c'est devenu maintenant un peu plus de 3 milliards avec 50 000 personnes quand même, C'est ça, oui. hein, tout Oui. simplement. Alors moi, par rapport à ça, par rapport au contexte, c'était une situation absolument inouïe pour moi. J'avais déjà mené une bonne dizaine d'opérations avec des grands groupes. J'avais travaillé avec le groupe Accor, j'avais travaillé avec Thales, j'avais travaillé avec Ron Poulenc dans des opérations où des entreprises ou des parties d'entreprises, des business units étaient en crise. Et en général, c'est souvent là qu'on fait appel aux consultants. Comment sortir de cette crise? L'entreprise est condamnée, etc., etc. Et là, il faut en profiter parce que vous avez en face de vous un dirigeant absolument atypique, en la personne de Philippe Bernard, parce que quand on s'est rencontrés, je ne vais pas raconter le détail, on s'est rencontrés à l'occasion d'un séminaire auquel il participait d'une façon extrêmement discrète, au point que je ne l'avais pas vraiment identifié. Il y avait une vingtaine de personnes, et 1 mois ou 2 mois après, il vient me trouver en disant: Vincent, il faut que tu m'aides, mon entreprise, j'ai des gros problèmes, elle marche bien, elle gagne de l'argent, et les gens dorment. Et si on continue comme ça, avec le fonctionnement, euh, qui est très, finalement encore très hiérarchique et très top-down, il y a des silos partout, il n'y a pas de mobilité à l'intérieur, les gens restent chacun dans leur retranchement, tout se passe bien, mais tout le monde, enfin je dirais pas tort, puisque ça marchait bien, mais il faut que tu m'aides à fluidifier l'entreprise. Donc c'était la première fois que je me trouvais avec une entreprise qui marche bien et dont le président me demandait de l'aider. On peut dire ça quand même, Philippe, non? Oui, oui, mais il y avait une autre motivation importante, c'était une rupture de génération. Oui, bien C'est-à-dire sûr. au moment où le patron propriétaire a cédé son groupe, c'était l'âge de la retraite pour un certain nombre des collaborateurs qui avaient vécu avec lui les 30 dernières années. Et moi, j'avais une équipe de cadres au niveau du comité exécutif qui était jeune dans l'entreprise. Et donc, il y avait un besoin d'assurer cette transition avec une entreprise dont l'actionnaire n'était plus incarné par des personnes, et donc où le fonds d'investissement, c'est très anonyme pour la majorité des salariés d'une entreprise de cette taille. Donc, j'ai dû à la fois incarner donc cette nouvelle gouvernance et puis impliquer dans cette incarnation les plus jeunes de l'équipe de direction nouvelle, et pour qu'il y ait une cohérence entre eux sur leur perception de la vision de l'entreprise. Avant qu'on commence nos séminaires, si on les interrogeait individuellement en disant qu'est-ce que c'est Elise pour vous, ça pouvait partir dans toutes les directions, les réponses. Bon. Et donc la vision, c'est aussi ça, l'intelligence collective, c'est aussi la construction d'une équipe holomorphique où tout le monde représente le tout. Bon, voilà, ça je crois qu'il faut compléter aussi avec ça. Et alors effectivement, je ne crois pas que tout le monde dormait parce que ça marchait quand même, ça marchait quand même pas trop mal, mais la question, c'était un peu aussi comment survivre au succès, sachant que les entreprises qui marchent bien, ça, j'avais déjà réalisé ça avant, on devient souvent autocomplaisant. Et ça, c'est un danger majeur pour une entreprise qui réussit. Alors, je peux continuer, mais peut-être Solène, il y a des questions. Écoutez, Vincent, que vous voulez, j'allais demander à Philippe quels étaient les changements apportés à l'organisation et comment l'intelligence collective avait été développée. Oui, ben alors, donc on a élaboré ce travail en commun avec Vincent pour construire cette vision qui comprend, hein, la vision, ça part de la raison d'être. D'ailleurs, nous avons travaillé à l'époque sur la raison d'être qui est devenu quelque chose de très, très à la mode, si je puis dire, hein. On part de la raison d'être et on va jusqu'à l'exécution. Donc, en passant par la vocation de l'entreprise, ses valeurs, ses objectifs stratégiques, et on arrive à l'exécution. Donc, on a mis tout le monde autour de ce modèle et ça a bien fonctionné. Alors, il n'y a pas eu de modification substantielle de la gouvernance sous l'angle hiérarchique.
hein, il y a toujours eu un comité exécutif, et puis derrière une organisation managériale avec des directeurs de centres de profit, à l'époque en France et en Europe et aux États-Unis. Alors effectivement, on a fait le choix, après avoir fait un petit peu d'assessment, de mesurer, de rencontrer un certain nombre de personnes que j'ai pu faire, disons, de tout l'entourage de Philippe. Et on a fait des choses, enfin des choses assez originales. C'est-à-dire, on n'a pas commencé par le comité de direction. On a constitué, c'est une approche que j'aime bien, un hologramme de l'entreprise où on a rassemblé une vingtaine de personnes avec des niveaux hiérarchiques différents, de départements différents. Et on est allé avec Philippe et moi dans un petit centre de formation en Normandie où ces 20 personnes, il y avait plus de la moitié qui n'avaient jamais vu leur président et qui étaient parfois 3 ou 4 niveaux hiérarchiques différents et qui se demandaient, alors on s'est rassemblés dans une pièce, ça a duré 2 jours, et les gens étaient très étonnés parce qu'il n'y avait pas de table, il n'y avait que des chaises, et certains étaient à côté du président, donc très impressionnés. Et c'est là où vraiment la personnalité, la posture du président est absolument déterminante. C'est-à-dire au bout d'une heure, de fait de sa posture et du fait aussi qu'il m'avait confié le processus, moi j'étais pas directif sur le contenu, mais sur le processus, et le président était libéré du paradoxe dans lequel il se trouve presque toujours avec ses collaborateurs, qui est du style parlez-moi comme si je ne suis pas le président. Oui. Donc, si dans un travail comme ça, on est centré sur le président, évidemment, on retrouve tout de suite la pyramide. Et donc, l'idée, c'était de casser la pyramide et de mettre Philippe dans une position de parité avec des gens qui étaient 2, 3, 4 niveaux hiérarchiques, je dirais inférieurs, si on peut dire. Voilà. Et là, mon travail a été d'inviter les acteurs à co-construire la vision. Alors au début, les gens étaient un peu inhibés, n'osaient pas. Et puis voyant l'attitude à la fois protectrice et permissive de Philippe, et moi gérant un processus où il sentait qu'il pouvait commencer vraiment à s'exprimer sans être en danger, eh bien la vision s'est construite. Ça n'a pas amené Philippe à abdiquer et à rester silencieux, mais à créer les conditions où finalement ce groupe qui représentait différents départements, différents niveaux hiérarchiques, etc., s'exprimait comme s'il était le comité de direction. Et on les invitait, c'était l'hologramme de l'entreprise d'une certaine façon. Et au bout de 2 jours, ils ont construit une vision qui était presque, je dirais, modélisante pour l'équipe de direction. N'est-ce pas, Philippe? On peut dire ça. Tout à fait, vous êtes très bien synthétisé. Ouais. Oui, Et ça a très bien marché, puisque le déploiement après dans les centres opérationnels décentralisés a été fait à la demande de cette équipe de 20 personnes, parce que c'était pas d'emblée prévu comme ça. voilà, ça ne venait pas d'une décision plaquée d'en haut, ça Voilà. venait d'une situation où le président prenait la posture de dirigeant ressources. Il était là pour dire la vision, ben, moi je peux y contribuer, mais c'est pas, je vous colle pas une décision qui vient d'en haut. Nous allons la construire ensemble. Et ça a été bouleversant pour les gens. Et du coup, ça a eu un effet rippling, un effet de rayonnement dans toute l'entreprise nous a amené ensuite à reprendre ce travail avec l'équipe de direction, avec les 100 patrons, parce qu'il y avait à peu près 90 ou 100 centres, vous voyez, pour les 12 000 personnes, donc c'était quand même très répandu. Et ça a été l'axe principal qui nous a occupés pendant presque une année, et avec l'idée Frédéric Laloux, qui a écrit ce magnifique livre Reinventing Organization, parlerait presque d'une... Céane, Pardon? qui est justement un de nos alumni. Mais oui. Et qui a écrit ce magnifique Reinventing Organization, parle de evolutionary purpose, vous voyez, c'est-à-dire d'une vision qui est évolutive, qui est co-construite, qui est en mouvement. Au point même que quand on s'est rassemblé avec une centaine de managers qui étaient de niveaux différents, même s'il y avait parmi eux ceux de la gouvernance, eh bien, on a construit des textes, on a produit des textes, mais chacun des textes était constamment discuté pour montrer qu'il fallait de l'interprétation, il fallait que les gens s'impliquent dedans, posent les questions sans cesse, remettent les choses en question en permanence. Donc c'est devenu une dynamique extrêmement mouvante. Ça a été le premier axe, qui évidemment est servi de cadre pour l'ensemble des actions. Et le deuxième axe qu'on a choisi,
c'était de modifier complètement l'entretien d'évaluation et avec l'idée de ce que si les centaines ou milliers de personnes étaient évaluées au travers de la vision, eh bien, ils allaient forcément se mettre, sinon en alignement, du moins en cohérence. Et rien qu'avec ces deux vecteurs, le déploiement de la vision et la mise en œuvre d'un nouveau système d'entretien et d'évaluation, je pourrais le développer là, mais il est développé dans le livre dans une vingtaine de pages, parce que si on a fait quelque chose de très, qui est vraiment dans la complexité, pour la complexité. Voilà en gros les deux vecteurs qui ont été principalement utilisés. Il y en a bien d'autres, si vous voulez. Mais dans cette situation-là, c'est passé par ces deux vecteurs et ça a été totalement permis. Et là, je rends hommage à Philippe parce qu'il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui peuvent prendre cette position d'une façon simple et naturelle, hein, c'est-à-dire une position qui n'est pas top-down, même si Philippe avait la décision, avait les arbitrages, etc. Mais fondamentalement, c'était une invitation à ce que tout le monde s'exprime. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire parce que les gens ont peur du patron, ou le patron ne supporte pas d'être critiqué, ou etc., ou de prendre le temps d'écouter, etc. Là, on avait ça, vous avez devant vous un patron, je peux le dire, et je le dis sans flagornerie, on se connaît bien depuis 20 ans, on a beaucoup échangé, exceptionnel, vous voyez. Tous les patrons ne peuvent pas faire ça. Oui, ça, restons modestes. Je crois que l'ingrédient principal de tout ça, c'est quand même la confiance, hein. C'est pas, pour le coup, c'est pas une banalité. C'est absolument capital parce que j'avais, avant de prendre les rênes à 100% de l'entreprise, donc en tant que directeur général, il y avait déjà une équipe de direction très unie, très, pas, pas, pas je décide et tu exécutes, une équipe de direction très active dans la confrontation, dans l'échange et dans le dialogue, et avec une confiance extraordinaire. Alors, au-delà de la confiance, mais ça en fait partie, c'est connexe, je crois que aussi dans le management, il ne faut pas avoir peur. Bon. Et donc, ça, c'était assez important pour moi d'être à la tête d'une entreprise de cette taille avec un certain degré d'enjeux, de financier, de complexité, etc. Et justement, ne pas avoir peur parce qu'on a confiance dans toute son équipe. Et ça, c'est un sujet aussi, je crois, qui est celui que Vincent appelle la sécurité ontologique, c'est-à-dire la confiance en soi aussi. Hein. Voilà. Oui, parmi les... On me pose souvent la question, et je crois même que Solène avait noté cette question, quel type de leader faut-il pour faire ça, vous voyez? Et ça, alors là, je peux vous dire, pour avoir travaillé avec plus de 50 leaders, je dirais, différents, et dont certains de l'envergure de Philippe, euh, les qualités principales pour moi, c'est en fait l'humilité, vous voyez? La capacité du dirigeant de se mettre en position de parité avec les personnes et d'être vraiment dans une écoute qui n'est pas cosmétique, qui n'est pas simplement comportementale, mais une écoute intérieure, c'est-à-dire de dire, ah, il y a quelqu'un en face de moi qui a des idées, des valeurs, et que je peux accepter inconditionnellement et qui a des choses à me dire. Et je sais, je peux le témoigner, que la posture, les visites, les relations que Philippe entretenait avec les uns et les autres étaient complètement dans ce domaine-là. Vous savez, parmi les grandes qualités du leader, c'est un consultant américain. J'ai eu le privilège de travailler avec Daniel Lebègue, le directeur général de la Caisse des dépôts. On a travaillé justement sur la vision de la Caisse des dépôts entre justement à peu près à cette époque-là, en 2000. Et j'avais rencontré un consultant américain et j'avais trouvé ça formidable, ce qu'il disait, les 4 qualités d'un leader. La première, c'est de passer de son rôle de manager à un rôle de leader. Rien que ça, c'est une transformation identitaire majeure. Et là, il reprenait la phrase de Drucker, hein, the manager is the one who does the things right, and the leader, he's the one who does the right thing. Autrement dit, c'est celui qui définit les objectifs. Le manager est plutôt celui qui les met en œuvre. Donc, comment arriver à être dans une logique du pourquoi, hein, quelle est la logique du why, hein, comme bon. Ensuite, c'est d'être dans une logique d'ouverture internationale, quoi. Ça, c'est très important.
La troisième, alors qui est particulièrement vraie actuellement et qui est renforcée avec tout ce qu'on se vit avec la pandémie, le digital, etc. On est dans le télétravail, on est dans un nouveau monde maintenant dont on n'a pas encore les clés. Hein. Eh bien, c'est d'être capable d'apprendre à apprendre, constamment apprendre à apprendre. Je ne développe pas. Hein. Plus de la moitié des jobs actuels ne seront plus valables dans 5 ans. Quoi. Ou inversement, on ne connaît pas dans les entreprises ce que seront les jobs dans 5 ans. Bon, je ne développe pas. Mais là, la qualité du leader qui m'a le plus marqué dans ce qu'il disait, et je le reprends complètement à mon compte, c'est être capable d'être un simple participant dans un groupe. Vous voyez ? De plus en plus dans un management transverse, dans un management horizontal, dans un management de projet, etc., le responsable, qui reste même pas forcément un président, mais le patron d'un grand projet transverse dans une organisation, doit travailler avec 50, 100, 200, 400 personnes. Il ne peut pas être plus compétent que tout le monde. Et donc, comment accepter d'être dans une posture où il va travailler sur ce que j'appelle le paradoxe de la compétence, qui est d'identifier bien quelle est sa compétence et en même temps les limites de sa compétence et de s'en contenter pour se réjouir de la compétence de ses collaborateurs, voire qui est plus compétent dans leur domaine évidemment que le patron. Voyez, et puis d'accepter l'infinité de son incompétence en tant que personne. Voyez, il y a des tas de domaines où même un très grand patron n'est pas compétent, donc il accepte ça. Et autrement, il est en compétition avec la compétence de ses collaborateurs. Et pour un dirigeant qui veut générer cette intelligence collective, c'est cette posture à la fois forte, ferme, de quelqu'un qui peut décider, qui peut trancher s'il le faut, dans les urgences bien sûr, mais qui est fondamentalement au service du déploiement de la compétence de ses collaborateurs. Et ça, c'est ce que j'ai vécu avec quelqu'un comme Philippe en permanence. Vous voyez, ça, alors ça, c'est quand on me dit, mais est-ce que vous pouvez travailler avec n'importe quel dirigeant pour faire la intelligence collective? Non, je ne vais pas citer de nom, mais je connais des dirigeants importants auprès de qui j'étais sollicité, et au bout d'une demi-heure d'échange avec la personne, je voyais que non, la personne n'était pas capable de se remettre en cause et d'entrer dans une véritable écoute, vous voyez, dans une véritable prise en compte du point de vue des autres. Et quand je rencontrais les collaborateurs, ils disaient, ben voilà, il décide de tout, de toute façon, il est très bon, il est excellent, tout ça, mais il est constamment en compétition avec nous, vous voyez, donc il faut faire très attention. Voilà, j'arrête. À toi, Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Je crois là-dessus, j'ai rien à ajouter. Si ce n'est que moi, j'ai toujours aimé le terrain aussi, c'est-à-dire que notamment l'année où j'ai été nommé président, j'ai fait le tour de toutes les usines physiquement et en voyant les comités d'entreprise, en voyant les gens, etc. J'étais très peu au bureau. Donc ça, je crois que c'est assez capital je disais tout à l'heure, d'incarner et de montrer qu'on est impliqué et qu'on n'est pas à haute altitude et loin des exigences quotidiennes. Bon, ça c'est important et à ce moment-là, on est visible aussi. Les gens vous voient, discutent avec eux, il faut écouter, il faut comprendre et puis après, faut trancher d'une certaine manière. Enfin, il faut passer par ces phases-là. Et pour écouter et comprendre, ben, c'est avec l'équipe de direction qu'on le fait. Vincent, vous m'aviez parlé d'une étude que je trouve intéressante, justement, qui comparait les styles de leadership un peu extrêmes, du command and control d'une part, et du vraiment leadership déployé, qui déploie l'intelligence collective. Est-ce que vous pouvez peut-être partager Oui, 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 il y a beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Il y a un ouvrage qui a été historique et qui reste historique pour moi, c'est le livre écrit par Pascal et Athos, qui s'appelle Le management est-il un art japonais, et qui montre, avec toute l'expérience de deux senior consultants de McKinsey, donc des gens qui travaillent avec les grands comptes internationaux, et qui montre dans ce livre, qui est toujours disponible, hein, à quel point la culture de l'entreprise est marquée non seulement par le dirigeant, mais par une histoire et souvent par un ADN, hein, si vous voulez, par des valeurs originellement de la culture religieuse de l'entreprise. Il comparait dans ce livre, moi ça m'avait énormément marqué, Matsushita et Aititi, qui étaient les deux énormes conglomérats dans les années 80-90, qui représentaient des exemples de management performant dans les deux cas. Et dans le cas de Matsushita, c'était la culture zen
vous voyez, qui avait beaucoup marqué les approches japonaises de la qualité, où le groupe est plus important que l'individu, où l'emploi à vie, évidemment, est généralisé, où le rôle du chef est essentiellement silencieux, où le mode de décision se prend par le ringi, c'est par un consensus qui a pris du temps, etc. Bon, je ne développe pas. Et de l'autre côté, ITT, qui était complètement l'incarnation d'une culture WASP, White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire marquée de la logique protestante, de l'efficacité, très individualiste, avec l'idée très centrée sur des doers, l'action, et l'action plutôt à court terme, etc., qui était à l'opposé de l'approche japonaise à l'époque, qui était du long terme. Bon, voilà, je pense que il y a toutes sortes de typologies d'entreprises. Un livre remarquable qui est celui de Frédéric Laloux, que je recommande toujours, qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, Reinventing Organization, qui fait une typologie et une histoire, je dirais, des différentes formes d'entreprises, montre que la mise en intelligence collective n'est pas toujours possible, en tout cas pas de la même façon, en fonction du contexte, de la situation. Et il faut être essentiellement en intelligence de situation, avec en gros 4 ou 5 paramètres. Premier paramètre, c'est est-ce que les personnes qui sont en charge dans la gouvernance sont prêtes à cette remise en question, cette qualité d'écoute, de se mettre en tant que ressource, de se remettre en cause, etc., de se mettre dans une relation, non pas forcément d'égalité, mais de parité, en considérant que tout le monde il est intelligent. Il n'y a pas que, vous voyez, il n'y a pas que qui sont intelligents, etc. Bon. Donc ça, c'est en fonction des personnes. Et les personnes, c'est en fonction de leur typologie, de leur histoire, de leur âge, de leur maturité, de leur expérience, etc., bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment le contexte. Est-ce que l'entreprise est dans un contexte extrêmement concurrentiel, dans une situation de crise, ou au contraire en plein développement, etc. Le troisième critère, ça va être en fonction du degré d'avancement de l'entreprise. Est-ce qu'on est dans la création de l'entreprise? Est-ce qu'on est dans une phase après 2, 3, 5 ans où l'entreprise, ça y est, a émergé, où il faut au contraire stabiliser, consolider? Est-ce que l'entreprise se trouve dans une situation de menace, d'OPA, ou etc. Vous voyez, toutes ces situations-là supposent une intelligence de la situation de la part des dirigeants et de ceux qui interviennent, comme moi, pour faciliter ce travail-là. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas une réponse toute faite. Il y a vraiment à mesurer, en fonction des différents paramètres que je viens d'évoquer, la capacité de l'équipe de direction de se lancer dans ce processus-là. Et pour moi, le degré de potentiel de croissance de l'entreprise est à l'exacte mesure du degré de potentiel de l'équipe dirigeante. Voyez? Et donc, en fonction du degré d'ouverture, du degré de compréhension de ce qu'est la complexité et tout ce que suppose la mise en intelligence collective, eh bien, on peut faire ou on ne peut pas faire. Ou alors, ce n'est pas le moment. Ou alors, il faut prendre des étapes intermédiaires. Vous voyez, des fois, il faut préparer pendant 1 an, 2 ans, l'équipe de direction à vivre ce changement qui est assez radical, finalement. Mais ça ne veut pas dire qu'on abolit le control and command. Vous voyez, j'ai écrit un livre qui reprend les théories de MacGregor là-dessus, sur MacGregor, dans les années 50, a élaboré la théorie X et Y, qui n'est toujours valable. Et j'ai écrit ce livre qui s'appelle Le management hybride. Vous voyez, c'est un livre dont je suis assez heureux, parce que, bon, François Ménégaud, le président de Michelin, que j'accompagne depuis 4 ans, l'avait trouvé très bien il y a 4 ans. Il m'a dit, il faut ça absolument pour Michelin, et il m'en a fait la préface. Donc ce petit livre qui est très simple et facile à lire, Management hybride, reprend cette idée que fondamentalement, un dirigeant se doit de continuer d'assumer son rôle d'arbitre et de décideur final, parce que c'est quand même lui qui aura des comptes à rendre vis-à-vis de son actionnariat, bien sûr. Mais il ne doit pas être prisonnier de ce rôle de control and command, et doit être le plus possible dans une logique de la théorie grecque, c'est-à-dire de considérer que les gens sont compétents et que ce qui compte, c'est de libérer les motivations, de libérer la compétence des gens. Seulement, ce travail de passer de X à Y suppose un processus
éducatif, un processus d'accompagnement, un processus de maturité des acteurs individuels, des acteurs collectifs et finalement de l'ensemble de la gouvernance. Donc voilà, vous voyez, l'idée c'est on entre dans un autre paradigme, hein, dans lequel il va falloir utiliser le curseur en permanence entre des positions où il faut trancher dans le vif et dans l'urgence et de construire à long terme en même temps une évolution qui rend, alors je prends la métaphore de la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire il ne s'agit pas de se centrer uniquement sur les œufs d'or, la production des œufs d'or, il faut avoir constamment le souci de la fécondité de la poule, c'est-à-dire du corps social, du corps managérial dont le dirigeant a la responsabilité. J'arrête. À toi, Philippe. Mais il y a peut-être la place aussi à des questions. Enfin bref. Pour rebondir, oui, on va pouvoir passer juste après Philippe aux questions de l'audience et qui notamment avec une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Vincent. Philippe, Volontiers. vous vouliez commenter d'abord? Non, je crois que j'ai rien à ajouter. Enfin, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Vincent. Je crois que, bon, d'un autre côté, il faut aussi savoir que les entreprises ne se ressemblent pas toutes et qu'on vit dans des environnements extrêmement différents, hein. Donc, il faut se méfier. Je me méfie aussi des généralisations absolues, y compris dans ces domaines-là, parce que ça me rappelle un jour où justement on avait une réunion de tous nos directeurs opérationnels, la réunion annuelle où il devait y avoir 100 personnes dans la salle. Et dans les questions qu'on leur demandait de poser avant la réunion, il y avait une question qui disait, à votre avis, quelles sont les 4 qualités essentielles pour être un bon directeur d'usine? Bon. Ben, la réponse, je ne sais pas si vous la voyez, mais la réponse c'est vous êtes 100 directeurs dans la salle, vous n'avez pas toutes les mêmes 4 qualités. Et vous pouvez être des bons directeurs. Donc ça n'est pas, ça n'est pas normé, hein. Donc à ce niveau-là, le management, c'est quelque chose qui a une alchimie. Et je crois qu'il faut tenir compte de ça aussi, hein. Ça fait partie des évaluations, donc on en tient compte. Et quand on faisait des mutations de managers, d'ailleurs, d'un centre à l'autre, eh bien, on voit bien qu'il y avait des gens avec lesquels la greffe pouvait fonctionner bien ou pas bien, suivant le jus de l'usine dans laquelle ils étaient mutés. Donc voilà, simplement, justement, je trouve que raison de plus pour être à l'écoute, pour avoir des capteurs et pour avoir un certain degré de flexibilité pour apprécier tout ça. Alors une première question de l'audience justement, ce changement, donc le changement de posture qui est un sujet ou un enjeu, parfois difficilement audible dans les organisations. La plupart des entreprises, n'auront certainement jamais la maturité pour aborder cette transition qui touche tellement à l'ego. Donc c'est plus un commentaire qu'une question. Mais quel est votre avis? Est-ce qu'aujourd'hui, les organisations sont prêtes à développer ce type de posture? De plus en plus. Ça dépend de la tête. Bon, l'ego, oui, bon, on sait qu'il y a des patrons narcissiques, ce qui est une dérive qui ne peut pas être positive sur le moyen terme. Donc voilà, moi je crois que je ne sais pas si Vincent a quelque chose à ajouter là-dessus, mais Oui, oui, enfin, éventuellement, oui, oui. Alors, moi, mon métier, notamment en tant que coach, m'a amené à vivre toutes sortes d'accompagnements individuels et notamment de la préparation des prises de poste. Vous voyez, j'ai accompagné plusieurs prises de poste de numéro un, de numéro 2 qui devenait numéro un. Et évidemment, ça m'a entraîné à m'adapter à la personnalité, à la situation, à la culture de l'entreprise, etc. Bon, j'ai aussi, de mon côté, lancé la première formation en coaching en France en 88. Et du coup, j'ai eu le privilège de travailler avec plus de 2000, 3000, 4000 coachs, si vous voulez, pour des formations. Il y en a deux ici qui se sont formés avec moi d'ailleurs dans l'Assemblée. Bon, euh, ça m'a amené à identifier un certain nombre de compétences et un certain nombre de prises de conscience qu'un dirigeant qui veut se lancer là-dedans doit acquérir. La première, peut-être, c'est l'écoute, hein. Et c'est une écoute qui n'est pas bisounours, qui n'est pas
de se laisser embarquer par ce que dit la personne, etc., mais qui est essentiellement la prise en compte et la valorisation de la parole de l'autre, dans laquelle non seulement le dirigeant se nourrit de toutes les informations qu'il n'aurait pas eues, hein. Philippe disait tout à l'heure qu'en se promenant dans les services, etc., au lieu de rester dans son bureau, ben, il apprenait sur le métier, sur ce qui se passait, sur les clients, etc. Bon, donc il recueille beaucoup d'informations. Mais au-delà de ça, c'est que la reconnaissance que le patron donne à la personne qui parle, par la qualité de son écoute, par la reconnaissance de la valeur de l'autre, etc., a un impact d'empowerment extrêmement important, vous voyez. Mais ça, il faut de la confiance, de la bienveillance, de la patience, et ça s'apprend, vous voyez. Et du coup, il y a une autre qualité qui est très très importante pour le dirigeant et pour l'équipe dirigeante. Moi, quand j'accompagne une équipe, j'ai accompagné je ne sais pas, 150 équipes hein, depuis une trentaine d'années. Il y a un passage obligé, c'est d'apprendre aux personnes non seulement à communiquer, mais à méta-communiquer, c'est-à-dire à être capable en permanence de communiquer sur la communication, de ne pas être dans une communication linéaire, j'ai envoyé un mail, j'ai fait mon discours, j'ai envoyé mon dossier. Non, non. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Comment réagissez-vous à ce que j'ai dit? Quelle émotion ça provoque chez vous? Comment, etc. Vous voyez, et donc ce qu'on appelle en complexité et en systémique des boucles de rétroaction. Donc ça, c'est une éducation qui suppose une véritable ascèse de la part des acteurs dans une équipe de direction. Construire une vision, c'est pas balancer des objectifs que l'on partage, c'est s'écouter mutuellement et valoriser la posture de l'autre. Vous voyez, on passe d'une logique monologique, comme dirait Morin, à une dialogique, c'est-à-dire le point de vue de l'autre et le mien, ben, doivent coexister. Et ensuite, je termine, on doit passer à la téléologique, c'est-à-dire une logique du télos. Vous voyez, eh bien, il y a un véritable entraînement à ça qui est nécessaire pour les acteurs. Oui, j'ai fini. On a justement une question concernant l'écoute, sur comment, alors là vous dites que justement c'est essentiel de développer cette écoute, mais comment faire, donc comment aider les dirigeants jeunes ou moins jeunes à justement s'ouvrir à l'intelligence collective et mieux écouter? Alors, je fais la version courte ou la version longue? La version plutôt courte parce qu'il nous reste 8 minutes. Bon, on va juste dire en 2 minutes. Il y a dans ce travail justement dans l'écoute et de passer de la communication à la métacommunication, il y a une ouverture absolument nécessaire à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Voyez, et passer à la deuxième et la troisième écoute. La première écoute, c'est les mots que disent la personne, ce que l'on pourrait taper sur le texte si on enregistrait la parole de l'autre. On te ferait un texte, vous voyez, ça c'est le verbal. Mais 60 à 80% du message vient du langage corporel de la personne, de ses gestes, de sa voix, de son rythme, des émotions qu'il transmet à travers ça. Et l'idée, c'est pas simplement ce qu'il a dit, mais comment il a dit, c'est-à-dire dans quel processus est-il, et à travers ça, quel est son degré d'inclusion, son degré d'ouverture, son degré de partage, d'engagement, etc. Ça s'apprend, vous voyez, ça se travaille. Hein, tout le travail sur l'inclusion, le travail sur l'ouverture, etc. C'est extrêmement important. Et donc de pouvoir communiquer pas seulement sur ce qui a été dit, mais quelle est la posture qu'a pris l'autre, et est-ce que ma posture et la posture sont en phase? Vous voyez, est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde? Donc il y a un travail de réglage énorme. Ça, c'est la deuxième écoute. Mais il y a une troisième écoute qui alors est très surprenante. Moi, je mets des mois à former les coachs qui sont dans des programmes en général sur 18 mois. Il leur faut plusieurs mois pour rentrer là-dedans. C'est-à-dire, c'est l'écoute. On est comme des icebergs, vous voyez, et on communique en général avec ce qui est au-dessus de la surface de flottaison. Mais en dessous de la surface de flottaison, il y a les 6 huitièmes de l'iceberg. Il y a les 6 huitièmes de l'énergie. Et donc, il va falloir que j'apprenne, moi, quand j'écoute quelqu'un, à développer ce que j'appelle la troisième écoute, c'est-à-dire j'écoute qu'est-ce qui se passe en moi. Et quand l'autre me parle, eh bien, il n'y a pas seulement les mots, il n'y a pas seulement les gestes, le body language, il y a qu'est-ce qui arrive au niveau de mes tripes à moi, que j'ai l'habitude d'écouter et qui vient de son inconscient. Et cet inconscient va provoquer en moi
des, des prises de conscience de mon inconscient. Je ressens des émotions, je ressens des sensations, j'ai un comportement corporel. Comment ça se fait que j'ai tout, que j'ai chaud, j'ai froid, que je bouge dans ma chaise pendant que l'autre parle. Et ça va donner énormément d'informations sur ce qui se passe chez l'autre et qui est en dessous de la surface de flottaison. Et c'est là, dans le travail de coaching notamment, où les personnes commencent à écouter et méta-communiquer là-dessus, en disant « Ah, mais vous dites ça, mais quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous êtes dans une posture ou que vous êtes dans telle émotion. En tout cas, moi, je ressens telle émotion. » Et la personne dit « Ah ben oui, bien sûr, ben moi aussi. » Oui. Et on va livrer un niveau d'ouverture et de profondeur que justement cette écoute a permis. Voilà pour répondre rapidement à votre question. Euh, Ouverture émotionnelle et ouverture à la conscience. Très important. Alors, comme on parle du futur du travail, là, il y a un petit caillou dans la chaussure, c'est l'absence de lien relationnel, présentiel et physique actuellement. Et ça, c'est un problème à gérer. Je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas par d'autres mesures, par une communication grâce aux moyens audiovisuels que nous utilisons d'ailleurs et à d'autres moyens. Mais rien n'empêche la confrontation et l'intelligence émotionnelle, elle est là. Mais pour sortir du cadre d'hélice, moi je vais au tribunal hein, de commerce où on fait des jugements. On reçoit les parties qui sont opposées dans un conflit ensemble. Bon. Donc on peut avoir des audiences qui durent 3 heures ce sont des commerçants, hein, ce sont que du business. Mais je peux vous dire que quand on fait ça en visioconférence, ben, ça n'a pas du tout ça pas du tout la même portée, ni le même impact, et que là, il vous manque beaucoup de capteurs, alors que quand on le fait physiquement, c'est extrêmement intéressant. Justement, Alors, il y a une question dans l'audience sur le numérique. En quelle mesure le numérique, les outils digitaux peuvent aider à développer l'intelligence collective dans l'organisation? Est-ce qu'ils sont alors, un levier conséquent je selon vous? peux tenter quelques éléments de réponse. Je pense qu'on n'a pas, enfin en tout cas moi je n'ai pas la fin mot de l'affaire parce que c'est quand même très nouveau. Il y a 2 ans, même si j'avais beaucoup travaillé au niveau international avec des calls aux États-Unis, en Chine, etc. Et comme je suis depuis 10 ans senior advisor du cabinet Bain, j'avais constamment 2, 3, 4 fois par semaine des calls au niveau international. Mais je n'avais pas l'expérience que j'ai depuis un an avec Zoom, qui est quand même un bouleversement extraordinaire, puisque moi je passe 80% ou 90% de mon temps sur Zoom actuellement, vous voyez, dans les relations. Ce que je découvre en tout cas, c'est que se crée une forme paradoxalement d'intimité plus grande. Parce que les personnes sont chez elles, moi je suis chez moi, par exemple, je suis dans mon salon. Je sais que Philippe également dans son bureau, dans son bel appartement. Et donc il y a une forme d'intimité nouvelle. Hein. Mais en même temps, on est quand même, comme dit Philippe, il n'y a pas les mêmes capteurs, etc. Donc je pense qu'il y a tout. Mais j'ai découvert, ce que je ne faisais pas il y a 2 ans, qu'on peut faire du coaching à travers Zoom, vous voyez, et des qualités de coaching très très importantes. Je préfère le présentiel. Et si je fais un travail d'accompagnement dans la durée, il faut que de temps en temps, il y ait du présentiel. Mais vous voyez, il y a des formes nouvelles et je pense qu'il y a une vraie éducation de la personne, de la relation, des modalités de fonctionnement, savoir que par exemple, sur Zoom, c'est difficile de travailler efficacement plus d'une heure et demie. Après, on fatigue, etc. Donc, je crois que nous avons devant nous un champ d'expérience qu'on est loin, à mon avis, d'avoir encore dont on a loin d'avoir tiré toutes les leçons. Je le vois assez d'une façon optimiste, vous voyez, à travers ça. Alors, 2 dernières questions si on essaye en débordant que quelques minutes. La première, comment les clients et autres parties prenantes sont-ils inclus dans l'intelligence collective? Ou peuvent-ils l'être? Euh, Là, on peut donner que des témoignages en ce qui me concerne, mais euh, j'étais dans un métier où la fidélité des clients est quelque chose de capital, non seulement, j'allais dire, pour le plaisir du boulot, mais aussi sur le plan financier, parce que c'est un métier de location hein, de textile.
Donc, ce qui veut dire que le client, notamment les clients types, hein, c'est les grands hôtels aussi. Donc, si vous prenez un palace parisien de 5 étoiles, eh ben, il fait appel à la location de linge, c'est-à-dire qu'il n'achète pas son linge, et que donc le fournisseur a des très gros investissements à faire, en linge, en camion, en usine, etc., etc. Donc ça veut dire garder le client, parce que sinon on perd de l'argent. Et, et voilà, cette fidélité, elle s'entretient d'abord par la qualité du service. Moi j'étais dans le service, c'est un service continu, avec des livraisons régulières, et elle est là, la fidélité, elle est là, l'intelligence collective. Et on fait des choses en commun. Nous, on a fait des choses fantastiques en commun. On a été le fournisseur choisi, le fournisseur exclusif de Disney, d'Euro Disney. C'est quand même pas rien en termes de nombre de salariés, d'hôtels, de personnes à habiller, etc. Et c'est un échange et un partenariat permanent. Et là, il y a de l'intelligence collective aussi quand on est autour de la table et qu'on essaye de régler les problèmes en étant physiquement chez le client et avec lui. On va être obligé d'abréger, je crois, maintenant, non? Oui, est-ce que, alors nous, de notre côté, on a une demi-heure encore devant nous. Est-ce que vous, éventuellement, vous auriez 10 minutes de plus à nous accorder? Vous avez un impératif? Parce que je vois encore quelques questions qui sont Pas très de problème intéressantes. pour moi. Pour moi, c'est OK. Pour vous, c'est OK? Bon, bah, super, merci beaucoup. C'est compris dans le prix, hein. D'accord. Donc, Vincent, est-ce que vous voulez commenter sur les clients et autres, parties prenantes externes, sur l'intelligence collective? Alors, je crois qu'il y a un très gros travail pour les responsables de l'entreprise de créer des partenariats avec ses fournisseurs, avec ses clients, et de concevoir son entreprise non pas comme quelque chose qui est en autarcie, mais qui est totalement interdépendant de l'écosystème dont ils font partie. Vous voyez. Et alors tout le monde ne le vit pas de la même façon. Je pense que Elis avait, comme tu le dis, Philippe, avait ses modalités propres, avec cette très gros investissement dans la qualité du service, parce que ce que j'avais trouvé très intéressant avec travaillant avec Elis, c'est que c'était à la fois une entreprise industrielle, parce que le lavage industriel suppose un certain nombre de problèmes techniques, de problèmes vis-à-vis de l'environnement, du traitement de l'eau, etc. Bon, c'est très complexe. Et surtout, en même temps, une entreprise de service, parce que moi j'étais soufflé de voir qu'effectivement, il y avait 250 000 clients servis par semaine, avec tout ce que ça suppose, etc. Donc tout ça, et avec ce que disait Philippe sur la propriété des linges, c'est-à-dire c'est le fournisseur qui a le linge et non pas le client, il y avait une qualité de partenariat où tout le monde travaille gagnant-gagnant. Donc je pense que le souci interne de générer de l'intelligence collective doit avoir un effet rippling, un effet de rayonnement, si vous voulez, avec les clients d'un côté, mais aussi les fournisseurs. Parce qu'on le voit bien, en tout cas moi je vois avec Michelin dans l'industrie automobile, à quel point les équipementiers, les fournisseurs sont complètement solidaires, enfin se doivent très largement d'être solidaires des clients, etc. Donc plus on va construire et se mettre dans la posture, dans le mindset, si vous voulez, d'une volonté politique et d'une capacité, d'une compétence de générer l'intelligence collective, plus l'entreprise a des chances non seulement de croître, mais de survivre, etc. Moi, j'ai une petite anecdote là, très très courte qui illustre aussi l'interdépendance et la qualité. C'est, on avait comme client l'hôtel Georges V à Paris, qui est quand même un des grands palaces. Et en déjeunant un jour avec le directeur général de l'hôtel Georges V, il nous dit mais j'ai une proposition à vous faire, c'est que vous choisissiez une ouvrière qui travaille dans votre usine de blanchisserie et qui traite notre hôtel, à venir passer une nuit avec, avec son conjoint dans l'hôtel pour voir physiquement ce que c'est que le service, comment il se fait. Et donc, on avait chaque année un couple d'ouvriers de l'usine qui était invité par l'hôtel Georges V. Et ben, c'était des gens, après, ils étaient rayonnants. D'abord, ils voyaient bien le degré d'exigence qu'attend un client de cette nature. Et puis, dans l'usine, après, c'était une propagation de valeurs positives extraordinaires. Ça Des exemples suppose, comme ça, j'en ai beaucoup. ça, Comment?
ça suppose de ta part en tant que dirigeant une ouverture formidable. Moi, j'ai vécu ça. J'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs années, pendant plus d'une vingtaine d'années avec le groupe Accor, et j'étais très très admiratif de la qualité relationnelle à l'époque qu'ils avaient. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, depuis une dizaine d'années, j'ai pris des distances, mais j'avais travaillé avec les deux directeurs opérationnels qui dépendaient directement des fondateurs, Dubrul et Pélisson, et qui avaient, pour mettre justement cette logique d'intelligence collective, complètement renversé les valeurs habituelles. Autrement dit, la priorité pour les membres du groupe Accor à l'époque, c'était la satisfaction du personnel. Seulement après la satisfaction des clients et seulement après la satisfaction de l'actionnaire. Vous voyez? Alors que souvent, c'est exactement l'inverse. On pense, on doit satisfaire l'actionnaire, donc on va faire travailler le personnel, puis les clients après. Ben non. Si le personnel n'est pas satisfait, il ne donnera pas un bon service aux clients. Et du coup, les clients ne seront pas très satisfaits. Et du coup, les résultats s'en retrouveront. Donc, vous voyez, tout dépend, à mon avis, du mindset et des valeurs qu'ont l'équipe dirigeante, quoi, fondamentalement. Et d'une certaine compréhension de leur métier tel qu'il est vécu par les acteurs. Dernière question de l'audience. Que feriez-vous de différent si l'expérience d'Hélice avait lieu aujourd'hui? Je pense que, bon, pas tellement de choses fondamentales, mais on intégrerait évidemment, et ça, y compris dans le management, un accroissement de la digitalisation et puis un accroissement de la prise en compte des défis environnementaux, ce qui a déjà été fait de manière considérable, hein, puisque quand je suis entré dans le métier, il fallait 40 litres d'eau pour laver 1 kilo de linge. Et aujourd'hui, il faut 5-6 litres. Bon, euh, donc déjà c'est assez considérable. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, je pourrais en donner beaucoup. Mais je pense que cette dimension-là, dans un métier comme celui dans lequel j'étais, cette dimension-là va continuer à poursuivre un rôle, d'autant plus qu'on est dans un métier de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Oui, oui, oui. Donc avec des produits qui sont réutilisables. Donc on est en plein dedans. Et là, ça bougera. Et ça bougera évidemment aussi en matière de digitalisation et d'automatisation des process. C'est déjà en cours et c'est une amélioration continue. Maintenant, en termes d'intelligence collective, ce qui est décrit dans notre ouvrage commun, c'est pérenne, hein, pour moi, en grande partie. Les fondements de la construction de la vision restent les mêmes. Oui, et c'est assez étonnant parce qu'il y a 6 mois, quand notre éditeur nous a dit ah, on pourrait peut-être rééditer votre bouquin qui est pas mal, etc. On s'est dit ouh là là, on a sorti la première édition en 2004, alors que personne ne parlait d'intelligence collective. À la voir, quand même, je suis fier de le rappeler, hein, cette époque-là. Et puis en le relisant, on s'est dit mais non, mais ce chapitre-là, il n'y a pas à changer un mot, non, non, il y a. Vous voyez, et finalement, ce que représente ce petit livre, euh, c'est en fait une tranche de vie entre 2000 et 2004 que moi j'avais vécu déjà depuis 20 ans à travers de l'accompagnement d'entreprise, à travers des approches de construction de vision, de développement, de résolution de crise, etc. Et que depuis 20 ans, je continue. Vous voyez, c'est un peu comme si le livre représentait un plan séquence dans un film d'1 heure et demie, un plan séquence de 10 minutes dans un film d'1 heure et demie. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des concepts qui sont, je dirais, au-delà du temps. Vous voyez, faire que des personnes s'écoutent mutuellement, que des personnes. Alors c'est amusant parce que quand on est sorti le livre, avec Philippe, on s'était partagé un peu le travail et chacun était parti en vacances. Et juste à ce moment-là, j'achète, c'était en 2004, le livre de Collins, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un trésor, hein, Good to Great. Et je lis le livre, eh bien, Good to Great, c'est exactement ce qu'on avait fait. On le formulait différemment. Mais j'ai mis 3 mois à retomber sur mes pattes, à dire, le livre est déjà écrit, qu'est-ce qu'on va faire, vous voyez? Donc en fait, on l'a écrit, mais l'idée fondamentale qui est de
de considérer que ce n'est pas le consultant extérieur ou le patron qui d'en haut amène la vision, mais que ça n'a de chance d'être mis en œuvre que si tout le monde a participé à la construction. Vous voyez, ça c'est éternel, c'est éternel. Donc tout ce que vous pourrez trouver dans ce livre, éventuellement, si vous voulez le livre, sont des choses vraiment pérennes, quoi. Et moi qui travaille avec les grands comptes internationaux à travers Bain, par exemple, je fais je dirais presque, oui, presque chaque semaine, au moins un ou deux coachings ou shadow coaching avec un des grands partenaires de Bain. Et ben, on se retrouve constamment dans ces situations-là. Et donc, il y a vraiment à acquérir pour les managers, mais pour les coachs, hein, pour les agents de changement, une culture, vous voyez, de l'accompagnement et du, alors disons du coaching, appelons-le comme on voudra, c'est pas important, mais une culture de la complexité, une culture de la Alors, réflexion, etc. Voilà. donc, Aude, ton micro. Ok, merci beaucoup Vincent et Philippe. On arrive à la fin malheureusement de cette session, même s'il restait quelques questions encore intéressantes à discuter. Pour conclure, en fait, on a l'habitude là, sur le Club Future of Work de conclure le webinaire par 3 questions qu'on pose et qui sont identiques à chacun de nos intervenants et que j'ai partagées avec vous en amont, Philippe et Vincent. Donc la première, quel est pour vous l'enjeu des enjeux concernant le futur du travail? Alors, puisque je n'ai la place que pour 15 secondes, je dirais le développement identitaire des acteurs. Voilà. Que toute personne dans l'entreprise puisse avoir accès à un processus de développement de sa conscience, de sa compétence. Voilà, ça c'est pour moi être capable d'apprendre à apprendre, être capable de se remettre en cause, être capable d'avancer sur le chemin. Voilà, je ferai court. Philippe? Ah, vous êtes le micro est coupé. Le micro, Philippe. Pardon. Si je prolonge, je dirais développer l'autonomie. Oui. Parce qu'il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est quelle est la différence entre indépendance et autonomie. Et l'indépendance, c'est je fais ce que je veux comme je veux. Et l'autonomie, c'est je fais ce que je dois comme je veux. Donc, habituer les gens à faire ce qu'ils doivent et comme ils veulent, en leur donnant les moyens de le faire. Mais voilà, je pense que là, ça reste un enjeu absolument pérenne. Merci beaucoup. Deuxième question, pourriez-vous chacun proposer à l'audience, nous proposer une action concrète, actionnable dès aujourd'hui, pour préparer un futur du travail souhaitable dans nos organisations? Allez faire une thérapie. Mais au sens croissance, pas au sens un travail parce que vous avez des bras cassés, on a tous des blessures, etc. Mais vraiment, disons, trouver une relation d'aide, ça peut être du coaching, ça peut être de la formation, ça peut être de la thérapie aussi, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vous mette à distance de vous-même, quelque chose qui vous engage dans le fait d'être ouvert à apprendre. Voilà, ça c'est le point le plus important. Oui, mais sinon, il y a comment conserver un lien social malgré les évolutions pandémiques et technologiques, digitales, etc. Donc, c'est le système sanguin et la colonne vertébrale de tout ça, c'est la conservation d'un lien social qui a quelques difficultés à fonctionner en ce moment. Merci. Et enfin, dernière question, pourriez-vous, s'il vous plaît, chacun, partager avec nous un livre que vous avez lu récemment et qui vous a marqué? Ah. Qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai pas le nom de l'auteur en tête. Moi, j'ai un livre qui s'appelle Pourquoi croit-on? Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Non. Non. Je vais vous le montrer. Voilà. J'en profite pour évoquer ce livre de Jérémy Lamry, ça s'écrit Lamri, Les compétences du 21e siècle. Je trouve que c'est tout à fait important. C'est de la concurrence, là, je ne sais pas si on le lit dans le bon sens. Oui. Pourquoi croit-on de Thierry Ripoli en sous-titre Psychologie des croyances. Ah, je ne connais pas. Très beau livre. Merci beaucoup Vincent et Philippe. Ah, petite clôture de Vincent.
Bon, on termine sur Beethoven. Merci Vincent, clôture parfaite. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos partages d'expérience. Vous aviez un public conquis à vos styles de leadership que vous défendez chacun. Mais on voit par toutes les questions qui ont été posées aussi que il y a quand même encore beaucoup d'enjeux et que c'est un vrai travail continu, mais qui, je pense, se fait, j'ai l'impression, dans le plaisir, malgré tout. Merci beaucoup. Merci à vous.